Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle discussion Wall of Fame. Et si vous avez un petit peu de nez, vous savez que cette discussion allait arriver avec mon ami Antoine de 130 livres. Après avoir parlé de Thomas Hearns, après avoir parlé d'Hagler, il était évident et naturel que nous allions parler de One and Only Sugar Ray Leonard. Salut Antoine, comment ça va? Salut les pirates, salut Captain. Ah, bah écoute, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Alors aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, il y a le Hook, il y a 130 livres, il n'y a pas Delcourt, il n'y a pas Christian Delcourt qui est en vacances. On le salue. J'espère qu'il se repose bien et qu'il nous écoute. Bien sûr, on retrouvera Christian avec Antoine et avec votre capitaine dans un futur proche. Vous pouvez en être sûr. Voilà. Alors Antoine, bien sûr, pas de surprise. Il fallait qu'on s'attarde sur le cas Ray Leonard. Voilà, c'était obligé quand en plein trip sur les 4 fantastiques qu'on est en train de faire. Et bah écoute, je suis content de en parler avec toi parce que Léonard, pour moi, c'est euh, c'est une carrière, quand on y regarde bien, où il y a une vraie dichotomie entre l'icône, entre la légende faite par Léonard sur le ring et autour de lui, et quand on regarde véritablement une carrière qui est beaucoup plus moindre et réduite que d'autres légendes de son époque. Donc ça va être véritablement intéressant à voir, alors que vous voyez, Christian n'est pas là, mais Monkey et Oscar et qui est tout sauf Vladimir est derrière nous. Donc Antoine, es-tu d'accord avec moi que c'est une carrière où en fait et qui peut paraître, pour les plus durs d'entre nous, en trompe-l'œil. C'est Léonard, c'est un paradoxe et c'est un boxeur que moi j'ai du mal à considérer objectivement. D'un côté, c'est un boxeur qui a eu une aura, un rayonnement extraordinaire, à plus forte raison pour un pro welter. Il n'était pas lourd et pourtant il a été tête de gondole de la boxe mondiale. Il l'a fait parce qu'il a remporté de très grands combats. Donc ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Ensuite, en effet, quand on le compare à d'autres très grands, bah, est-ce qu'il a combattu autant? Est-ce qu'il a autant donné à son sport? C'est une première question. Et puis, par ailleurs, moi, on l'a dit dans les discussions sur Ernst, on l'a dit dans les discussions sur Hagler, on le dirait peut-être un jour si on faisait une discussion sur Benitez. Imaginons, il a affronté plein de boxeurs que j'adore. Souvent, il les a tapés. Donc, effectivement, j'ai un peu du mal avec Léonard parce que c'est le beau gosse, le mec souriant, le mec parfait, etc., qui bat mes boxeurs préférés. Alors, ça me pompe. Voilà. Voilà, mais l'icône est là et on va discuter de cette icône parce que c'est une icône et ça c'est aussi assez rare dans la boxe, quoi qu'on vous en dise, c'est une icône qui devient un acteur important de la boxe avant même d'être professionnel. Pourquoi? Parce qu'il va marquer de tout son éclat des Olympiques. On est à Montréal, ville ultra importante. À Montréal, on est en 76, les Olympiques sont à leur firmament. Pourquoi? Parce que tous les pays sont là. Hein, l'URSS est là, les Américains sont là, ce n'est pas comme les années 80 et 84. Ça a son importance. Et Léonard va faire, selon moi, la campagne olympique parfaite. Selon moi, c'est la plus grande campagne olympique qu'il n'y ait jamais eu. C'est 2 semaines de compétition où il est au-dessus. Il tape tout le monde, comme je vous redis. Hein, taper les Polonais, taper les Russes, etc. C'est quelque chose. Et puis, ça va jusqu'en finale. En finale, contre un énorme boxeur cubain, un peu oublié, Andrés Aldama. Andrés Aldama qui lui paraît aussi imprenable. Et avant même que la finale ait lieu, même les observateurs, tous mondiaux, se disent ça va pas passer pour Léonard. Malgré ce qu'il nous a fait, ça va pas passer. Et bien c'est tout l'inverse qui se passe. Parce que Léonard va faire de cette finale encore une fois une démonstration contre, comme je vous dis, contre une légende olympique. Et c'est c'est une campagne olympique extraordinaire. Je te le disais, pour moi, les 76, c'est 2 noms, et pour tout écrivain de sport, c'est 2 noms. C'est la gymnaste roumaine qui fait le score parfait en gymnastique, Comaneci, si je me souviens bien de son nom, et c'est Ray Leonard. Qu'en penses-tu, toi, Antoine, de cette campagne olympique? Ouais.
C'est une campagne magnifique. Léonard, tout le monde a l'œil sur lui parce qu'il a gagné les Golden Globes. Ça a été un boxeur amateur extrêmement brillant. Il finit avec un record, je crois. Il a gagné plus de 150 combats amateurs. Il en a perdu 5. Enfin, vraiment, c'est un des enfants chéris de la boxe amateur américaine. Et en effet, il a beau être favori, faire partie d'une belle équipe. Il a beau faire partie des favoris, quand tu tires un Cubain à cette époque-là, par définition, voilà, on rappelle quand même que c'est l'époque de Teofilo Stevenson, on rappelle quand même que c'est l'époque de ces mecs-là qui défonçaient tous les mecs qui allaient devenir de bons pros. Donc, pour schématiser. Donc, en effet, Léonard, qui a déjà une certaine aura, qui est déjà suivi par la presse américaine, qui est déjà un type dont on a repéré qu'il avait une bonne gueule, il prenait bien la lumière, il était poli, et puis en plus il boxait super bien. En effet, il arrive à confirmer. Et il montre ce faisant que ce sera un homme de grandes occasions dans sa carrière, parce qu'effectivement, il a peut-être pas 200 combats pro à son actif, on y reviendra, mais quand il fallait être là, d'une façon générale, Léonard était là. Et ça se voit une première fois aux Jeux Olympiques de Montréal. Il fait ce tournoi parfait. Alors, ce qui est amusant derrière, c'est qu'il laisse planer le doute sur est-ce qu'il a passé professionnel ou pas. Et puis arrive la vie, quoi. Arrive la life. Il se retrouve chef de famille, futur papa. Il doit, sans fric, il doit passer pro. Avec je pense, un frère à s'occuper, si je me souviens bien aussi. Voilà. Parce que effectivement, l'envie d'être pro, dans l'esprit de Léonard, ça se discutait. S'il n'était pas, il n'y avait pas une conviction vraiment, et il n'y avait pas une conviction. Mais effectivement, c'est un peu la vie, le sort qui va un peu forcer la main de Léonard, qui en 77 va passer pro. Voilà. Alors pour vous redire, parce que dans la ville, Montréal, les Jeux Olympiques vont être énormes, un retentissement qui va rester. Sugar Ray, là à ce moment, Ray Léonard devient une star aussi à Montréal. Je veux dire, il est une star dans cette ville, on y reviendra plus tard. Et puis aussi, comme tu me disais, Antoine, Andrés Aldama, en 80, ça sera lui le champion olympique. Voilà. Contre qui, Antoine? Contre Mugabe. Voilà, contre John the Beast Mugabe, donc pas rien non plus. Voilà, The Beast, qu'on vous en a beaucoup parlé ces derniers temps dans les Libre Antenne Box de John Mugabe, avec la Libre Antenne sur Terry Norris et la Libre Antenne sur Marvin Hagler. Voilà, pour vous dire un petit peu. Donc, les Jeux Olympiques, c'en est fini. On est en 77. Il commence sa carrière. Voilà, et puis, en fait, il va falloir quoi? Il va falloir attendre un an pour que les choses véritablement sérieuses commencent pour lui. Et ça, c'est encore une fois ce fait qu'on est on est dans cette période 70-80 où c'est des carrières quand même à l'ancienne, c'est-à-dire que très vite tu prends des mecs qui sont tous des morts de faim, tu vois, des mismatchs pendant des années, oublie ça. Donc ce qui fait que on est en 78 et là je vous ai mis le poster de Sugar Ray contre Floyd Mayweather. Mais avant même ce combat-là, parce que on va faire une petite pause avant même ce combat-là, il va affronter Dick, j'arrive jamais à le prononcer, Dick Eklund. Dick Eklund qui est le demi-frère de Mickey Ward. Et donc ce combat est évoqué d'ailleurs dans le film The Fighter. Dick Eklund qui va donner tout un combat à Sugar Ray. Voilà, il va donner ce qu'il peut. Sugar Ray va finir par dominer et Sugar Ray va trébucher. Alors bon, Dick dira toujours que c'est un knockdown. Il dira toujours j'ai knocké Sugar Ray. Bon, quand tu regardes les images, c'est beaucoup plus discutable que ça. Mais pour vous dire, on est chez les morts de faim. Il est obligé d'affronter des morts de faim sur des morts de faim. Et donc, il y a Dick Eklund et ensuite ça enchaîne avec qui? Avec Floyd Mayweather. Avec Floyd Mayweather et ce combat, encore une fois, a posteriori, il est devenu légendaire, tu vois. Et Senior a pas eu la carrière qu'il méritait. Au vu du talent qu'il avait, c'était un gangster et tout ça, il a pas eu la carrière. Mais surtout, ce combat-là, il y va blessé. Il y va blessé à une épaule et ça se voit. Regardez les images. Floyd combat avec un bras Léonard, mais quel combat il lui donne? Parce que comme étant blessé, il doit tout donner. Il doit rentrer dans la bagarre, et c'est déjà là qu'on voit que Léonard a un esprit bagarreur en lui,
C'est un très beau combat. Un très très beau combat. Effectivement, très frustrant si vous aimez Floyd Mayweather Senior, parce que ça se voit qu'il n'était pas à 100%. Quel beau combat, et encore un combat de chien, comme on dit, dog fight. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Ouais, absolument. Alors, Léonard, à cette époque-là, n'oublions pas, dès le début de sa carrière, il est regardé de façon très bienveillante par les networks américains. Parce que il a cette médaille d'or, il a cette bonne gueule, il va être marketable. Et donc, il est déjà, dans l'esprit des networks, il est déjà l'investissement. Tout à fait. Tout à fait, Antoine. Oh, on a perdu Antoine? C'est un gars qui, sur lequel on investit. Et c'est un mec qui a l'intelligence très tôt. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre lui et le fils de Floyd Mayweather. Ouais. Oui, oui. Beaucoup de parallèles, t'as raison. T'as raison. Il ne peut pas avoir Floyd Money Mayweather sans Sugar Ray Leonard. Tu as raison. T'es toujours là, Antoine? On a perdu Antoine. Antoine? Alors, t'es de retour. Je te voyais un peu fité, mais je t'entends bien. Bon. Alors voilà, donc, quelque part, il a déjà la pression, parce que ses combats de début de carrière, avant un premier championnat du monde, faut les réussir. Parce qu'il y a déjà des gens qui investissent sur lui. Il a déjà une belle image de marque. Et alors, ce que tu dis est très vrai sur Sugar, le bagarreur, un mec dont on a retenu l'élégance, mais qui était un bagarreur, et puis Sugar, un peu le chambreur aussi. Parce que c'est un combat où il fait mal à Floyd. C'est un combat où, quand même, ça se finit, ça dure 8 ou 9 rounds, je sais plus. Enfin bon, donc et ils s'en mettent. Et au début, effectivement, Léonard est pas complètement à la fête. Et il est un peu chambreur à la fin des rounds. Il fait un peu le malin. Quand Floyd le touche, il fait une grimace ou il fait un geste, etc., etc. Donc, en fait, c'est à la fois un gendre idéal et aussi un peu un petit con. C'est bon, mais ça va avec. Hein, bon, quand t'as le talent pour l'assumer, tu l'assumes. Et c'est un bon combat. C'est un bon combat, comme tu le dis. Au début, Floyd est l'agresseur. Il avance sur Léonard. Léonard est pas complètement à l'aise. Il donne bien son jab, il le time. Et puis, tu vois aussi dans ce combat que Floyd est blessé et que Léonard a quand même de gros moyens physiques pour un welter. Ouais. Il est grand, il est balèze, il tape, il est rapide, il a déjà tout quoi. Il y a de la puissance physique. Il est assez costaud. À 147 livres, c'est vraiment une belle bête. Grosse puissance physique. Ça explique pourquoi il arrivera à monter. Effectivement. Donc vraiment, allez vous repencher sur cette carrière pré-championnat du monde de Sugar Ray, parce que il y a vraiment à prendre, et c'est, comme je vous dis, ça rigole pas. Ça rigole pas. Et voilà, parce que voilà, ça c'est en un an de carrière. Hein. Ça ne rigole pas, vraiment. Les mismatchs à tire-larigot, ça n'existe pas à ce temps-là. Et puis aussi, vous savez que je vais y revenir, mais sachez, là je l'ai pas mis dans mon système, mais je vous en ai parlé là-dessus, sachez que Léonard sera un des sportifs qui aura le plus de couvertures avec Sport Illustrated. Et d'ailleurs, il aura déjà 2 couvertures à lui avant de faire son premier championnat du monde. Contre Benitez. C'est important. Je l'ai pas mis dans le système, mais c'est quand même très important. Vous en verrez d'autres des couvertures. Léonard est Sport Illustrated, Léonard, c'est la grande page. C'est la grande page, et vous comprenez, et en termes de stars aux États-Unis, donc dans le monde, ça a eu une importance considérable à l'époque. Considérable. Et donc on y arrive. Antoine, je suis tellement content que tu sois là pour nous en parler. Parce que c'est toi qui en parle, tu vois, après ce beau texte que tu nous avais déjà sorti sur Benitez, c'est que, on va le montrer tout de suite, cette affiche. Et regardez bien l'affiche, hein. Regardez bien l'affiche. Qu'est-ce qu'il y a en sous-carte? C'était le championnat du monde de Vitor contre Marvelous Hagler. C'était en sous-carte. N'oubliez pas ça. On est fin 79 et le main event, c'est Wilfried Benitez, le plus jeune champion du monde. C'est un combat de jeunes talents. N'oubliez jamais ça. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Contre Sugar Ray Leonard, on est dans le hangar du Caesars Palace. C'est bouillantissime. C'est un combat de folie. Les deux, c'est des bonhommes. Le stare-down, de toute façon, quand le face-à-face avec Wilfried Benitez, c'était toujours des yeux dans les yeux, c'était de la bonhommerie à puissance 1000. Voilà. Donc, je vous le conseille. Bon, c'est de la folie. C'est un combat, c'est de la pure boxe, incroyable. Et
Le combat avance, et Léonard finira par faire craquer Benitez. Mais je te laisse en parler. Vas-y. Ouais, en gros, donc tu l'as dit, c'est deux très gros talents précoces. Hein, Benitez est déjà champion dans 2 catégories à l'époque. Il a que 22 ans. Il a été champion précédemment en super léger. Il est monté en welter. Il est devenu champion du monde en welter en battant un Hall of Famer qui est Carlos Palomino. Donc ça rigole vraiment pas. Le gars est déjà un boxeur très mûr. Alors après, il a une maladie. Ça s'appelle être portoricain. C'est-à-dire que énorme talent, mais le mec s'entraînait en boxant, mais il s'entraînait pas à la salle. Et il affronte l'incarnation du professionnalisme américain. C'est-à-dire qu'à talent égal, l'américain ultra pro, ultra préparé, il gagne souvent. Et alors, au début du combat, Benitez est un peu froid. Il va sur le cul, je crois, au 2e round, et là on se dit, mon Dieu, ça va aller vite. Il se chauffe, et là, ce qui est passionnant, c'est de lire les déclarations de Léonard après le combat. Il dit, mais jamais un mec m'a fait rater comme Benitez, parce que il se retrouve à boxer un peu face à son miroir, en fait. Benitez comprend, il le time, il le sent, il bouge à chaque fois ce qu'il faut, un peu la tête, un peu les pieds, etc. Et au bout du bout, alors c'était des combats en 15 rounds, faut pas l'oublier. Et donc, au bout d'un moment, tu vas pas à la salle. Le père de Benitez, qui était son manager, fait un sketch à quelques semaines du combat en disant « Mon fils va perdre, je veux plus l'entraîner ». Parce qu'effectivement, Benitez, il allait à la plage, quoi. Bon, c'est ou au bistrot. Et là, effectivement, toute la salle qui l'aura pas faite, elle se sent. À la fin du combat, elle se sent. Et pour battre Léonard, tu peux pas arriver à moins de 100%, c'est pas possible pour vaincre un athlète de ce niveau-là. Et donc Benitez, c'est très cruel. Il est arrêté à quelques secondes de la fin du 15e round après être allé au tapis. Un type est mort sur le ring quelques jours ou semaines auparavant, et ça a pu compter dans la décision de l'arbitre de pas prendre de risque. Benitez, la fin était effectivement laminée. Et donc voilà, il fallait pas risquer. Ça fait partie de ces arrêts un peu cruels. Hein, on pense au mythique combat de Chavez contre Taylor qui finit aussi à quelques secondes de la fin. Là, Benitez ne menait pas au bout. Il était mené. Ouais, tout à fait, non, rien à dire. Et c'est effectivement le ratio coup lancé, coup porté du côté de Léonard est hallucinant dans ce combat. Et effectivement, comme tu le disais bien, il le dira toujours, c'est un truc qui l'a toujours surpris. Mais sauf que ça n'arrête pas d'être lancé. Et Léonard avait la caisse pour ça, il avait la caisse pour faire craquer Benitez. Alors mon combat de légende, tout simplement, ça commence à un combat de légende, tu vois. On va y rester. Et ce que je vous disais sur l'impact de ce combat, oui, il y a un impact dans la culture sportive américaine. Comme je vous le disais. Par quoi? Par le vecteur principal de culture américaine de l'époque, par Sport Illustrated. Voilà, la semaine suivante. Voilà ce qu'il y a dans tous les magasins américains, à la caisse de tous les grocery stores, comme on dit, c'est lui. Voilà. Oh, sweet it is, tu vois. Et là, champion, Sugar Ray, champion, bref, c'est comme tu le disais, le scénario parfait, l'histoire parfaite qui continue. Qui continue. Voilà. Donc, à la suite de ça, il va faire une défense de titre en mars 80 contre Dave Boy Green. Voilà, KO aussi. Très beau KO. Regardez-le. Regardez juste la fin. Magnifique KO. Ouais, l'enchaînement. Et puis arrive un chapitre énorme de boxe. Là, encore une fois, nos discussions Hall of Fame, Antoine, on est obligé de parler de chapitres d'une lourdeur, c'est plus que guerre épée qu'on doit vous dire à chaque fois, quoi, parce que qu'est-ce qui arrive, on retourne à Montréal, et à Montréal, le chouchou de Montréal, n'oubliez pas, c'est Sugar Ray, regardez, au stade olympique, où la tour du stade olympique était en construction, pour vous dire. Le stade olympique de Montréal, ça a été un serpent de mer pendant 30-40 ans, cette histoire. Enfin bref, peu importe. Voilà, ça se passe là. C'est là où jouent les Expos de Montréal à l'époque. Voilà, donc qui était le stade avait été transformé en stade de baseball. Et il fait la promotion. Il va s'entraîner à Montréal. Il fait son camp d'entraînement. Il le met à Montréal.
tous les jours à la télé québécoise, t'avais une petite image de Sugar Ray qui était au gym en train de faire du rope, en train de faire du speedbag et tout ça et tout, avec son grand sourire et tout. Voilà, il sortait des merci, 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 merci. Euh, et donc, combat, mais qui a une importance parce que, comme on n'est pas chez les poids lourds, c'est une évidence de le dire, mais on ne regarde que ce combat. Parce que c'est Léonard contre le méchant, contre Roberto Duran. Roberto Duran qui, je vous l'ai déjà dit, est déjà une légende à l'époque. C'est le poids léger de l'histoire de la boxe. Et pour moi, ça l'est encore de toute façon. Donc, Léonard Duran, stade olympique, 43 000 personnes. 43 000 personnes, hein. C'est chaud bouillant et tout, avec un combat qui va être dingue. Bon, vous connaissez l'histoire. Durand va réussir à rentrer dans la tête de Léonard. C'est-à-dire, Durand va insulter sa femme. Enfin, c'est du Durand tout craché, mais Durand sans limite. Tu vois, il rentre dans la tête de Léonard. Et le combat commence. Mais le combat commence, tout le monde dit ça a été tout de suite le brawling, tu sais, ça a tout de suite été une guerre de tranchées. Non, au départ, Léonard essaye de boxer. D'ailleurs, au départ, on est au centre du ring, on se demande. Et puis, arrive, alors là je vous parle de mémoire, peut-être je me trompe, je crois que c'est au 3e round, où Durand, avec sa droite, arrive à décontenancer, arrive à déstabiliser Léonard, voilà, et arrive à le pousser dans les cordes. Et à partir de là, le combat ne va se faire que dos aux cordes. Que dos aux cordes pendant 15 rounds, et c'est de la dinguerie. Parce que c'est de la dinguerie. Beaucoup diront qui a gagné ce combat, parce que on peut questionner tout ça. Toi, écoute, ton analyse d'écrivain de boxe, Antoine, sur ce pavé entier de la boxe. Ouais. C'est un combat qui est génial parce qu'en effet, il y a toute une symbolique. Voilà, il y a le jeune gentil contre la bête, celui qui est considéré comme le meilleur boxeur du monde à l'époque, qui est Duran, qui a qu'une seule défaite à son palmarès et qui l'a vengé, qui s'est comporté vraiment comme un animal, donc il a vraiment facilité la vente du projet, et surtout qui est vexé parce que Duran n'a pas un petit ego. Oh non. Et c'est un peu Roberto Duran, les gars. Il n'a pas un petit ego, et pour ce combat, alors que le champion c'est lui, alors qu'il a déjà 70 combats pro, etc., ben, il touche beaucoup moins que Léonard. Donc, il arrive à Montréal avec l'intention assez ferme d'en faire du petit bois et de montrer qu'il sait Raoul. Et donc, alors, il a un truc qui joue pour lui, et je sais pas comment c'est fait la négo, c'est que le round est assez petit. Le round est assez petit, donc ça favorise pas la danse. Ça favorise pas, bon. Et en effet, comme tu le dis au début, ça se joue à la boxe, ça se joue à l'escrime de poing. Et puis, Léonard se retrouve dos aux cordes, mais il y a un côté un peu bonnet. C'est une des rares fois dans sa carrière où il a un peu manqué de lucidité. C'est-à-dire que il aurait pu réessayer de tourner, et en fait, il accepte le combat. Parce que il se met un peu le défi macho dans la tête. Il se dit, ben voilà, je vais montrer à ce mec-là que je peux tenir à la baston. Et effectivement, alors, il fait un truc assez remarquable, c'est que c'est un combat serré, extrêmement serré, tu l'as dit. Donc, il tient l'épreuve de force contre Duran, et ça, objectivement, c'est pas n'importe qui l'aurait tenu. Mais il arrange pas les choses pour le scoring, parce qu'effectivement, Duran est un expert de près, il sait très bien comment impressionner les juges, il sait très bien comment. Et donc, voilà, il fait une petite erreur de jeunesse, probablement. Cela dit, alors il faut le rappeler parce que plus tard, les juges seront gentils avec Léonard plus tard dans sa carrière. N'oublions pas que pour le Brawling de Montréal, qui est pas le moins important de ses combats, ils auraient peut-être pu le lui donner et qu'ils l'ont donné à Duran. Voilà. Bon. Donc n'oublions pas non plus que une fois au moins, il a eu une décision serrée contre lui. Tout à fait. Et puis c'est un combat, moi je trouve. Je trouvais extraordinaire que je n'ai toujours pas fini d'analyser, et je pense que j'aurais pratiquement pas assez de ma vie à l'analyser, parce que pour l'inside game, comme on dit, c'est le combat référence. Regardez parce que voilà, faut vous dire que Léonard fait ça à Durand fait ça à Léonard. Faut se mettre là-dessus. Et j'ai l'impression que ça devient un combat aussi de révolte éternelle. C'est-à-dire que Durand passe une très bonne séquence à Léonard se révolte de ça.
avec une séquence incroyable. Et Durand se révolte de ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une révolte perpétuelle entre deux qui je trouve magnifique. Et puis dernier aspect aussi, un aspect esthétique, mais qui est très important quand vous êtes comme nous les pirates. Je sais que vous êtes des historiens de boxe et que vous vous repenchez sur l'amour, le charme de ces périodes-là. C'est qu'aussi on est dans une esthétique incroyable. Je veux dire, moi, l'image iconique de Léonard qui est huilé, qui a justement cette ceinture de WBC qui, à cette époque, je suis bien d'accord, est légendaire et représente quelque chose. Il l'a à sa taille, il est comme ça, il est en train d'attendre. Il y a le son du stade qui est écrasant, qui est le son du stade alors qu'il est dans les vestiaires. Il y a cette entrée, puis regardez, il y a cette apparel, si on peut dire, leurs shorts, leurs chaussures. Regarde les chaussures spéciales de Durand. Enfin, bref, on est dans une esthétique. Même Durand, tu vois, et puis même leurs entraînements, parce que moi je me mate à leurs entraînements avant ce combat et tout. Ils sont avec Durand avec son bonnet qui fait des séances de corde à sauter, mais dinguissime. Et j'avais pas vu ça depuis Teofimo Lopez. Ce qu'il arrive à faire, mais des trucs. Enfin, je reste bouche bée. Enfin bref, c'est une période, c'est une époque qui s'imprègne sur les images que nos parents ont vécu. Ils ont peut-être pas vécu le combat de nos parents, mais cet esprit de l'époque, ils l'ont vécu et ça ressort. Vraiment, je vous le conseille. C'est ça, c'est un élément historique. Voilà. Et donc de là. Bah écoutez, on n'est pas chez les nouvelles générations à Mismatch à l'infini. C'est-à-dire que Léonard, après un combat de légende, parce que là on se dit, est-ce qu'on n'a pas le plus grand combat de l'histoire de la boxe, hein? On se dit ça. Léonard a dit non, moi j'ai une revanche directe, parce qu'il sait très bien de où il a merdé, comme tu disais, Antoine. Il le sait très bien. Donc, on va pas tergiverser. Hein. On reste en 1980. Hein. Ça va pas prendre 5 ans. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ça va pas prendre 5 ans et justement, Durand, il pourra s'en mordre les doigts. Parce que la revanche arrive à la Nouvelle-Orléans. On reste un petit peu en francophonie, tu vois. Regarde, 25 novembre, 20 juin, 25 novembre, ça arrive, Léonard Durand. Durand, il a beaucoup fait la fête, encore une fois. Hein, il a beaucoup fait la fête, il a beaucoup déconné. Hein, et ben ça va se voir parce que Léonard, là, on va pas lui faire. C'est le Léonard boxeur qui vient. Et quel boxeur! Parce que là, il marche sur l'eau. Hein. Il vole. C'est un oiseau. En fait, Durand, il l'a pas compris. Hein. C'est pas un boxeur qui va prendre. C'est un oiseau. C'est fou. C'est là. Je suis là. Il est jamais, il touche les cordes, Léonard. Jamais. Et ça bouge. Et ça l'énerve. Et Durand, il est complètement en fraise. Voilà. T'as tout qui passe. Le showboating et tout. Démonstration. Et on arrive au Nomas. Alors, Nomas pour le capitaine. Vas-y, Antoine. Bref, alors, Duran a bien fêté sa victoire, tu l'as dit, il a dû prendre 15 kilos, il a dû reperdre 15 kilos en relativement peu de temps, il s'est assassiné pour faire le poids, le résultat c'est que la veille du combat il a bouffé comme un chancre parce qu'il avait faim, il arrive, alors il dira qu'il avait mal au bide, c'est un peu une excuse, non mais bon, il se pointe, et évidemment il n'est pas dans une forme olympique, il n'est pas très mobile, il est sur un ring plus grand, ouais. Et comme tu dis, Léonard lui tourne autour. Et non seulement il lui tourne autour, mais il marque. Et à la mi-combat, à partir de la mi-combat, on est au round 7 ou au round 8, il en prend. Et Léonard commence petit à petit, non seulement à le chambrer, parce qu'il le chambre terriblement, il lui fait ce coup, tu sais, de tourner la droite au-dessus de sa tête et de lui mettre une gauche. Voilà, il lui fait ça, ce qui est quand même un truc, l'humiliation totale. Ouais. Et surtout, il lui en met. Et là, il reste encore une moitié d'un combat en 15 rounds. Donc Duran, en fait, la vérité, c'est qu'il peut se faire péter la gueule, ce qui est pour le coup un truc qui lui est jamais vraiment arrivé. Et donc, quand Léonard commence à me mettre un peu méchamment, effectivement, Duran s'arrête une première fois, il tourne le dos, il retourne dans son coin, il revient, il y retourne. La légende veut qu'il ait dit Nomas. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il a prononcé, mais j'en peux plus de ce clown. La vérité, c'est que il est complètement surclassé et qu'à mon avis, on a tous une interprétation de ce moment. Ce que je crois, c'est que il fait du damage control, se faire humilier par Léonard, ok, se faire mettre KO par ce connard, jamais. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, tu vois,
il cherche une sortie. Alors même si c'est la honte, même si c'est la honte, je pense qu'il n'aurait pas supporté de se faire étendre. Et je pense que ce jour-là, il y avait une chance que ça arrive dans les Championship Rounds parce que les vannes étaient ouvertes et que Léonard se vengeait. Je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Voilà, donc bon, encore une fois, moment cristallisant important de l'histoire de boxe, le NOMAS. On finira jamais d'en parler, effectivement, mais je te rejoins en toute logique, je te rejoins là-dessus. Voilà, donc c'est un moment, parce qu'aujourd'hui on est dans la perspective de Sugar Ray évidemment, parce qu'on va reparler beaucoup d'éléments dont on a déjà parlé par le passé. On est dans la perspective de Sugar. C'est une revalorisation de Sugar en tant que mec au-dessus, niveau au-dessus. Enfin voilà quoi. Vraiment il arrive à la contre-performance, et encore, peut-on appeler ça une contre-performance du 20 juin, et là il y a une remise à niveau qui est faite, et donc c'est le champion. Il va continuer à défendre son titre, et à chaque fois finalement il va avoir peu de défense de titre entre chaque combat de légende, mais je vous conseille d'aller voir ces défenses de titre quand même, parce que c'est des beaux KO. Regardez ce combat-là, il arrive en 1981 contre un boxeur, je crois que c'est un boxeur nigérian, dur au mal, Kaloulé, il s'appelait Akia Kaloulé, et regardez le Sugar qui est dans une modernité, regardez son short noir, chaussures noires et tout. Regardez ce combat aussi, vous avez vraiment pas l'impression d'être en 1980, vraiment pas. Vous avez vraiment l'impression d'être 10 ans plus tard. Voilà, c'est très très moderne. Voilà, domination, mais à chaque fois contre des mecs durs. Ouais, très bon combat contre Kaloulé. Ouais, très très bon combat, je vous le conseille. Et regardez encore, Sport Illustrated, hein. Les combats, voilà, c'est pour vous dire, c'est une figure tellement importante du sport américain, et même de cette décennie qui commence. Mais c'est une dinguerie, c'est une méga star pour l'époque. Comparativement, je ne sais même pas, pour donner aux plus jeunes d'entre nous, pour faire une sorte d'analogie avec quelle star actuelle, pour bien comprendre le stardom de Sugar Ray, je sais pas. Mais enfin, c'est dinguissime. Et on en arrive, allez, tout de suite, deuxième combat de légende, hein, tant qu'on y est. On est en 80, on est en septembre 80, on en a déjà parlé, mes amis. Vous le savez très bien, dans la discussion Hall of Fame sur Thomas Hearns, le Hitman. Voilà, regardez, allez voir, le lien est dans la description. Allez voir cette magnifique vidéo. On en a parlé. Alors maintenant, on a un challenge, Antoine. C'est qu'on va devoir reparler de ce moment, de septembre 81, mais on va dire dans la perspective unique de Léonard, pour essayer de ne pas se répéter, et ça va être compliqué. Ouais. Ça va être très très compliqué, mais alors ce combat... pour essayer de changer, je vais vous dire que ce combat, c'est le Léonard qui a, je trouve, comme un bon vin, à maturer vis-à-vis de l'année dernière, c'est-à-dire du 20 juin 80. C'est-à-dire que c'est un Léonard qui, face à un problème, là, trouve la solution. Et cette solution, elle est d'autant plus qu'elle est dans son côté bagarreur qui ressort ce soir-là. Il est obligé de tout donner, c'est-à-dire de se livrer totalement, corps et âme, pour réussir à faire chanceler ce tellement immense boxeur à l'allonge interminable. Et ce combat est une dinguerie. J'ai pas envie d'en rajouter plus. Il y a ce moment peut-être qui est pour moi autant symbolique que le NOMAS. Il y a le You blowing it, son. You blowing it. Il y a Angelo Dundee qui est à côté. Voilà. On est au 8e ou 9e round, je me souviens plus. Voilà. Et donc, toi, comment tu l'interprètes du point de vue Léonard, ce premier Hearns? Effectivement, on a beau être comme Léonard, savoir tout faire sur un ring, parce qu'il savait tout faire sur un ring, on peut être dominé. Et pour ça, il faut un mutant. Et Hearns, c'est un mutant. C'est-à-dire que c'est à la fois un très beau boxeur et il a la longe qu'il faut pour garder Léonard à sa distance et marquer des points. Et puis surtout, lui faire bien gonfler l'œil aussi avec la droite. Donc,
Alors, Léonard dans ses combats précédents, et en particulier contre Caloulé, oublions pas que contre Caloulé, c'était un combat en super welter, qui prend une ceinture à ce moment-là. Et le combat, il y a un dogfight, et Léonard se rend bien compte que il accepte d'en prendre une pour en donner une contre Caloulé, en gros. Donc, il se rend bien compte que, voilà, bon, il a un châssis. Et même si on se tape très fort, bah, il peut tout à fait aller au fight. Et donc, la boxe, ça marche pas. Il est dominé, les 5 premiers rounds, il est dominé. Il commence à marcher sur Ernst, à avoir du succès, à passer la droite autour de round 6-7. Mais Ernst trouve un second souffle, le remet au bout de son jab. Là, Dundee dit, mais you're blowing it, il y a un truc qui va pas, t'es mené au point. Et effectivement, au pointage des juges, en fin de combat, on s'apercevra que Ernst est toujours devant. Mais Léonard, bah, il y va, là encore. On a tendance peut-être parfois un peu à se faire une représentation, un souvenir d'un boxeur essentiellement élégant. Alors oui, Léonard était un boxeur élégant, mais Ernst, il est allé le chercher à la machette, quoi. Il est allé le chercher de près, il est allé le chercher en mode dogfight, et bah, il a eu raison, il a eu complètement raison, parce que you don't outbox Tommy Ernst, you don't. Personne ne bat Ernst à l'escrime de poing. On peut le battre de près en l'épuisant et dans l'inside game en le faisant souffrir tout simplement et en le touchant de près. Et c'est ce que fait Léonard, qui manque de balancer en travers des cordes au 13e round et qui finit le travail au 14e. C'est du très beau travail. Je crois que c'est le combat de l'année pour le magazine The Ring en 81. C'est un combat mythique. Voilà. Effectivement, on en revient à ce qu'on disait en introduction. Léonard, c'est peut-être pas beaucoup de combats au final, mais en proportion, c'est beaucoup de combats importants, et ce combat-là est peut-être en proportion, peut-être le meilleur. Voilà. En termes de boxe, je veux dire. Enfin, c'est chacun son école. Tu me dis le premier Duran, aucun problème. Moi, je suis très fan du combat contre Ernst. Voilà. Ouais. Ah ouais. Et enfin bref, c'est aussi un combat aussi où ça met à mal comment dire, tout l'iconisation et tout le discours de Casu autour de Léonard à l'époque, parce que tu sais, comme c'est le gentleman, très vite on appose le discours publicitaire du gentleman boxeur. Mais ça va au charbon. Léonard, ça va au charbon, et ça en prend, et ça l'a, il l'a, ça, et vraiment, c'est un moment, mais c'est un moment iconique. Et pour faire un spoiler sur notre conclusion, sur ma conclusion, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne vois pas dans l'histoire de la boxe un ratio avec une carrière finalement en nombre de combats aussi courte, avec autant de combats de légende. Mais de combats de légende où tout le monde se dit, il en a peut-être 3 ou 4 dans le top 20. Tu vois ? Voilà, non, c'est une carrière incroyable. C'est une carrière incroyable. Et puis mais encore une fois, regardez comment, dans la culture sportive américaine, comment on reçoit ce combat-là. Tu vois ? Comment on le reçoit. Encore une fois, c'est l'événement sportif. Voilà. Pour vous dire, là, j'étais en train de réfléchir, pour essayer de faire une analogie qui fasse comprendre aux plus jeunes qui nous écoutent. Moi, j'ai l'impression que Léonard, à ce moment-là, c'est mélange Justin Bieber avec Lionel Messi. Et je pense que tu as une idée du stardom de Léonard à l'époque. Je sais pas si ça a du sens pour toi ce que je suis en train de dire ou pas ? Oui, c'est le visage de la boxe, parce qu'on est déjà dans les années 80, donc Ali a passé la main. Et en effet, c'est un type qui a accompli beaucoup de choses, qui a été là à chaque fois où il l'a fallu, qui a jamais déçu pour un grand événement, même la fois où il a perdu. Donc en effet, Sugar Ray Leonard, et puis c'est un gars propre, souriant, qui maîtrise extrêmement bien son image. Donc évidemment, même si ça peut être un chien sur le ring, il plaît aux familles, il plaît à peu près à tous les publics. C'est pas un Afro-Américain qui fait peur, c'est un type, finalement, c'est une figure assez consensuelle. Et donc, oui, c'est un gars. C'est la modernité, c'est là où veut aller la société américaine. Franchement, c'est pour ça aussi qu'il a été important. C'est pour ça qu'il a été important. Tout à fait. Oui, parce que là où Ali, effectivement, qui était le visage de la boxe avant lui, avait un discours politique, était quelqu'un qui choquait, qui avait joué là-dessus. Léonard, jamais.
Léonard, il esquive toutes les questions qui fâchent, toutes les questions qui gênent, il les esquive. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire du fric, il est là pour gagner. Et Non, non, ouais, c'est puis, beaucoup les années 80 dans l'esprit. Euh, et, euh, et puis et ça marche. c'est un modèle de réussite, c'est un modèle qui va bien avec le modèle américain de l'époque. On est dans des années Reagan, on est dans des années où on va vers le succès, on y va tous ensemble. Et voilà, et puis même pour la communauté afro-américaine, il y a Léonard, il y a des éléments aussi changeurs. Il y a le Cosby Show aussi à ce moment-là, c'est vraiment l'esprit aussi d'une époque. On vous le répète pas assez, mais donc là, ça va être une grosse surprise, et c'est là qu'on vous dit qu'il est dans une carrière beaucoup plus parcimonieuse que bon. On arrive sur, il a fait de la légende, le mec. Il est dans une carrière quand même finalement courte, 77, on est en 81, voilà. Et en 82 arrive un premier choc émotionnel pour le fan de sport, pas de boxe, fan de sport. Regardez, c'est qu'il annonce sa retraite. Et des moments comme ça vont arriver plusieurs fois. On est en 82, Sugar Ray a une entrevue spéciale, et là, il vous annonce, ben voilà, il se retire. Et voilà. Et ce moment, à partir de là, on est dans un changement de carrière total. Il y a deux carrières chez Sugar Ray. Il y a cette carrière à l'ancienne, qu'on vous expliquait, 77-81, où c'est que des bonhommes qui l'affrontent, des carrières à l'ancienne, et il y a de la légende qui arrive, et ça boxe souvent et tout ça. Et à partir de là, où il annonce une première retraite, il y en aura plusieurs, notamment à cause d'un problème à l'œil, mais il y en aura plusieurs, et puis aussi, parce qu'il va déconner pas mal aussi, le Sugar Ray, dans les années 80, il va déconner pas mal. Hein. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on a une légende, mais qui est retirée du ring. Et ça va donner un sentiment très bizarre, c'est-à-dire qu'il est là, parce qu'en plus, il va être au micro de HBO, donc vous allez toujours l'entendre quand il y a des grands combats de boxe, il est là sans être là. On continue de parler de lui à ses adversaires, mais il est plus là. Ça va être extrêmement compliqué. Et alors les années vont passer, date importante, c'est qu'il y a un premier retour, si je ne me trompe pas, tu me diras si je me trompe Antoine, mais on est en mai 84, contre Kevin Howard, et dans un combat où il remonte sur le ring, allez, c'est reparti, et puis ça se passe mal, c'est-à-dire que Léonard gagne, mais il est, comment dire, il est un petit peu humilié parce qu'il se prend un knockdown, et il le vit très mal d'ailleurs, et c'est pas un combat où il est au mieux. On est en 84, hein, donc il y a déjà des layoffs longs, et il y a des abus. Donc on se dit en 84, Antoine, qu'est-ce qu'on se dit de Léonard après le combat contre Howard? Bah, disons que la planète boxe veut voir un combat. Que Léonard a commencé à teaser, il a commencé par dire j'y vais pas, il a commencé à dire oui, le monde voudrait que j'affronte Marvin Hagler. La réalité, c'est qu'Hagler, lui, pendant ce temps-là, il assoit sa domination sur les moyens, mais ça reste un champion qui n'a pas de publicité à la télé, qui n'a pas les chèques qu'un Léonard a touché très tôt dans sa carrière. Et donc, voilà, pour Hagler, Léonard, c'est le jackpot, et Léonard, il minaude un peu. Il minaude, voilà, il dit j'y vais pas, etc. Il prend sa retraite, Hagler, il la baisse une première fois. Il imagine un premier retour en 84, et puis le retour est pas concluant, mais malgré tout, il commande des combats, il va aux conférences de presse d'Hagler, il le troll un peu. Le troll, enfin bon, voilà, il reste finalement, le mot existe pas encore, Antoine, et pourtant c'est son attitude. Antoine, d'ailleurs, donc il y a une première retraite, mais dans la conférence de presse du combat contre Kevin Howard, où il n'est pas satisfait, il annonce une deuxième retraite. Et bon, alors, non, voilà. Et c'est comme ça. Il annonce des retraites, mais il troll. Exactement, tu le dis très bien. Il troll. Il est toujours là, à agacer notre Hagler. Et pendant ce temps-là, voilà, Hagler continue à démonter les mecs, méthodiquement, un par un. Alors, il rajeunit pas, ça c'est vrai, parce qu'il est un peu plus vieux que Léonard. Léonard a pris sa retraite à 26 ans, la première fois. Voilà, Hagler est un peu plus vieux. Bon, alors, il continue à démolir mec après mec, etc. Bon, alors, il a du mal contre Duran. Bon, alors on se dit, bah oui, il a du mal contre Duran, alors que Duran est plus petit, il y a un truc qui va pas. Bon, alors, il fout en l'air Ernst. Donc là, bon, il accède à une reconnaissance qu'il n'avait pas auparavant. Et puis, il se remet à avoir du mal contre Mugabi. Et je vous invite à revoir la vidéo qu'on a consacrée à Hagler, parce que on en a déjà parlé, mais qui est juste ici. Voilà. On vous explique tout. Et là, la date clé, elle est là.
l'histoire bascule précisément à ce moment-là, parce que la chose devient possible. La chose devient possible, l'alignement de planètes se produit. Et voilà. La chose devient possible. Et devine où il va faire. Donc, je vous renvoie à cette discussion Hall of Fame de Marvin Hagler. Et devine où il va faire son interview pour annoncer son retour et son combat contre Hagler. Devine où, mon cher Antoine. Vas-y. Je sais pas si tu le vois. Eh ben, sur Sport Illustrated. Voilà. Eh ben, évidemment. Évidemment. Voilà, évidemment, tu vois. Évidemment. White Fight Again. Voilà, il y retourne. Voilà. Alors, pour une fois, Sport Illustrated va pas totalement dans son sens. Il se demande si c'est pas dangereux. Voilà. Et on vous renvoie aussi à la discussion qu'on a faite il y a peu de temps sur Terry Norris avec Christian Delcourt et Antoine, où on vous évoque un petit détail qui est important, mais ce combat, alors regarde encore, le magazine de l'époque. Regarde, boom, showdown, tu vois, showdown. Il n'y a pas de souci. En avril 87, t'inquiète pas, tu pouvais aller faire des casses de banque etc. parce que tout le monde était chez soi pour regarder ce combat. Voilà. Déjà pour le payer en pay-per-view sur HBO ou être à un bar sportif, tout le monde a regardé ce combat et tout le monde avait un avis sur ce combat. Et donc pour la petite histoire, comme on l'a dit dans la vidéo sur Terry Norris, c'est que Léonard envisage ce combat en tant que boxeur, c'est-à-dire il a dans l'idée de refaire ce qu'il a fait au deuxième combat contre Durant, faire le boxeur, tout tourner. Et puis il s'entraîne donc avec son sparring attitré Quincy Taylor, j'allais dire Quincy Jones. Quincy Taylor, et chose. Voilà, Quincy Taylor, gaucher aussi, qui ressemble à s'y méprendre dans la boxe à Hagler, et Quincy va l'allonger Léonard en sparring. Et là, Léonard s'inquiète, se questionne et se dit mon game plan, ça va peut-être pas, sur 12 rounds, ça va peut-être pas du tout le faire. Et donc, on va aller dans un autre game plan. Ce game plan, vous le connaissez, c'est ce combat. Encore aujourd'hui, on n'en finit pas d'en parler, on a tous un avis là-dessus. Hagler, Léonard, on a parlé déjà d'Hagler, on a déjà beaucoup parlé de ça. Comment, c'est le nouveau défi que je te lance, Antoine, comment en parler en ne se répétant pas du côté de Léonard? Qu'est-ce que tu as à nous dire, Antoine? C'est là pour le coup. Moi, j'ai pas fait de mystère de là où est mon cœur. Mon cœur, il va à Hagler à 100%. Je perçois quand même que ça fait 5 ans que Léonard a pas boxé un adversaire correct. Il a jamais boxé en poids moyen. Il faut le dire aussi. Il a boxé en super welter. Il a jamais boxé en moyen. Il affronte un mec qui en est à 12 défenses de titre, qui a foutu en l'air le gratin des poids moyens de son époque, qui certes a un peu peiné contre un super welter lors de sa dernière victoire contre Mugabe, mais enfin raisonnablement, dire, le mec a du mal contre Kevin Howard, il va pas battre Marvin Hagler, c'est pas possible. Et de ce point de vue-là, alors il a très bien négocié les conditions du combat. Il a accepté de toucher moins d'argent qu'Hagler, mais pour pouvoir avoir la main sur les gants, la taille du ring, le nombre de rounds, etc. Donc ça, c'est une intelligence supérieure. Après, malgré tout, même quand tu as réuni les conditions pour y arriver, encore faut-il boxer. Et là, il a son plan de vol. Il faut qu'il tourne. Il faut qu'il envoie des séries à 30 secondes de la fin des rounds pour un peu impressionner les juges. Il faut qu'il s'accroche, et il le fait. Et là, quelque part, if you're not cheating, you're not trying. Il s'accroche 30 fois dans le combat, il prend pas de points de pénalité, il prend pas de points de pénalité. Donc, c'est après tout, c'était aussi à Hagler de mieux gérer les échanges de prêts. Et donc, ce que fait Léonard, et qui pour moi est un crève-cœur, c'est parfait. Vu ses moyens physiques du moment et vu son adversaire, il peut pas faire mieux. Il peut pas faire mieux qu'il ne le fait ce soir-là. Il n'aurait pas pu mettre Hagler KO. On pouvait pas mettre Hagler KO, même avec une batte de baseball, à mon avis, c'était impossible. Il pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. Il l'emporte de ça, de vraiment que dalle, mais cette victoire, elle est légitime, et objectivement, c'est un combat
relativement peu intéressant si jamais tu t'intéresses uniquement à l'émotion. C'est pas un combat émotionnel du tout. Ça n'a rien à voir avec le premier combat contre Ernst, ça n'a rien à voir avec le premier combat contre Duran, mais c'est l'intelligence en action. Et il n'y a pas 50 boxeurs qui pouvaient faire ce qu'a fait ce soir-là Sugar Ray Leonard. Tout à fait, c'est un paroxysme de, je te dirais, de manipulation pugilistique. Comprenez-moi, c'est que Léonard va manipuler l'esprit de tout le monde, l'esprit des écrivains de boxe, l'esprit des juges, et il est en contrôle de l'histoire. Et sauf que il faut, en plus de la performance sportive, parce qu'il faut les sortir, il les faut. Quand je vous dis il faut les sortir les combinaisons. Mais avec Léonard, il sort des combinaisons au moment où il les faut dans chaque round, et surtout avec une vista qu'il faut pour rendre la chose éblouissante, pour rendre la chose merveilleuse, pour en fait mettre des étoiles autour de ces combinaisons. Des combinaisons qu'on avait déjà vues chez Durand dans le premier combat. Des combinaisons à 4 coups, etc. Voilà. C'est ultra spectaculaire à l'œil à voir. Regardez toutes les combinaisons en sortie d'accrochage que Léonard passe. Mais j'avais presque l'impression qu'il les passe pour qui? Je me demande s'il les passe pour Hagler ou s'il les passe pour le public et tout le monde. Parce que écoutez les réactions, et écoutez, chaque réaction, c'est en réaction à c'est le plus magnifique Arsène Lupin de la boxe qui ait jamais eu ce soir-là. C'est un Arsène Lupin. Faut que vous compreniez ça. C'est un Arsène Lupin et c'est magnifique à voir. C'est une entourloupe magnifique. Et puis ça reste une performance sportive incroyable. Voilà, parce que il donne au monde entier ce que le monde entier veut voir. Voilà. Le monde entier veut voir le gentil gagner. Le monde entier veut voir le mec auquel personne ne croit. C'est à la fois le gentil et le mec qui a aucune chance. Parce que esthétiquement, c'est profond. Voir ça. Parce que en fait, les gens ne réalisent pas, mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient de voir le rugueux, l'animal, le rugueux, face au beau, à l'élément du beau. Et Léonard leur donne ça. Tu vois, et ça, moi je trouve dans la psyché profonde de ce combat, mais il y a tellement de choses évidemment à dire, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais c'est... donc, il a deux juges pour lui, Guerra met 118-110, évidemment il aurait dû aller en prison, bon je m'étendrai pas là-dessus. En revanche, Moretti il donne 115-113 Léonard, tu peux tout à fait donner 115-113 Léonard sur ce combat, voilà. Et c'est moi qui dis ça, et mon cœur saigne à chaque fois que je le dis. Voilà. Et donc ça va être une surprise, mais non pas que le résultat soit surprenant, enfin quoi? Non, c'est une surprise parce que ce qu'on n'osait pas imaginer arrive et que ça enthousiasme les gens. Vous comprenez ça? Donc il gagne encore une fois, il gagne une fois de plus supplémentaire la semaine qui suit. Et voilà, shockers, c'est ça le choc que la culture sportive, les Américains vivent. C'est ça ce truc. On est d'accord. Et alors, autre élément maintenant dont on va en parler, on vous l'a déjà un peu évoqué avec en parlant du père Floyd, c'est que Léonard, en faisant ça, et par la courte suite de sa carrière qui va suivre, met en place met en place les carrières modernes. C'est-à-dire que Léonard, ça va être du one shot. On n'est plus sur quelqu'un qui boxe tous les 3 mois pour rester toujours à son potentiel. Non. On est sur des one shot, on est sur de la vente de combat, on est sur une création d'événements, sur du one shot. Léonard, ça va être très sporadique. Ça va être que quelques fois. Mais, et donc, vous comprenez, l'ère moderne de boxe qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire où on voit parfois des mecs une seule fois par an, mais ce qui met en place la base de ça, c'est Léonard à ce moment-là dans les années 80. Alors ça, c'est un reproche qu'on peut lui faire, mais bougre qu'il est bon, c'est que ce qu'il va nous proposer dans ces quelques moments sporadiques, il va nous proposer encore des trucs qui sont obligés de te cueillir et que j'aime malgré tout. Alors on va continuer. Donc 87 se passe rien. Puis on va arriver en fin 88. Et là, qu'est-ce qu'il nous vend? Parce que c'est le plus grand des vendeurs, ce Arsène Lupin.
c'est le plus grand des vendeurs, je vous le montre tout de suite, hein, contre Donny, le mec de Winnipeg. Le mec de Winnipeg, c'est le champion. For All the Gold, Lalonde contre Léonard, Donny Lalonde contre Sugar Ray Leonard, le 7 novembre 88. Grande date aussi au César Palace, ils ont réussi à nous le vendre. Gagner à la fois la ceinture des super moyens et des mi-lourds à un catchweight. Donc quand même, Léonard là, il y a deux moyens, il monte encore. Qu'est-ce qui va se passer? Lalonde, c'est pas le plus grand des champions, mais Non. c'est un gaillard, il faut se le manger quand même. Hein, mais c'est pas le plus techniquement, il y avait quand même un monde entre les deux, mais physiquement il y avait aussi un monde entre les deux. Voilà. Alors bah écoute, vas-y, parle-en. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben, là on comprend, c'est ce que tu as rappelé, c'est-à-dire que Floyd Mayweather et sa façon de gérer sa carrière avec sa calculatrice d'une main et les caméras et les networks dans la pogne, dans l'autre pogne, bah c'est Ray Leonard. En gros, Leonard, bon, à l'époque, Hearn c'est un peu parti à la chasse aux ceintures. Et effectivement, ça devient important de cumuler, d'être le premier à atteindre 5 titres, voilà, en termes d'héritage, en termes de legacy, donc il faut boxer utile. On vient de créer la catégorie des super moyens, qui effectivement a pas d'histoire, hein, 168 livres, à l'époque, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, très intelligemment et avec l'obligeance de la, c'est le WBA, le WBC, je sais plus, enfin c'est bon, en tout cas c'est une des deux. Il met en place vraiment le contrat qu'il faut. Alors déjà pour Lalonde c'était inespéré de boxer Léonard. Il s'attendait pas à toucher du blé comme ça, à toucher un pari jackpot, il s'y attendait pas. Comme tu l'as dit, c'était un puncher avec un beau mulet qui venait de Winnipeg, qui faisait une honnête carrière de boxeur. Mais enfin bon, c'était pas non plus, c'était pas une superstar quoi. C'était pas Canelo Alvarez. Bon, et donc Lalonde signe un contrat où on dit qu'on met en jeu à la fois son titre à 175 livres et le titre à 168, au poids de 168 livres, et que pour chaque livre supplémentaire qu'il fera le jour de la pesée, il touchera $1 million en moins. Donc évidemment, Lalonde, il est très concentré sur le fric, c'est-à-dire qu'il fait le poids, il arrive à 167 livres. Il n'y a pas de souci. Mais le gars, il avait l'habitude de combattre en mi-lourd. Donc évidemment, non seulement techniquement, tu l'as dit, il y a un monde entre les deux, mais en plus, une fois sur le ring, il a beau s'être réhydraté, le mec, il s'est tué. Il s'est tué pour faire 167 livres alors qu'il boxe à 175. Il s'est tué. Donc le résultat, c'est que, évidemment, alors, le début de combat n'est pas tout à fait en faveur de Léonard, qui met du temps à se chauffer parce qu'il rajeunit pas, c'est un poids qu'il connaît pas, etc., etc. Il donne un autre tapis au quatrième. Bon, rien de très grave. Et puis, les minutes passent, Lalonde fatigue, il boxe dans le vide, et Léonard finit par le cueillir, très bien d'ailleurs, très bien, c'est joli, le chaos, c'est impressionnant. Enfin, bon, voilà. Très violemment, là, on va rentrer dans une ère, on en a déjà parlé, de toute façon, dans une ère que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une ère, encore une fois, esthétiquement, t'as des enchaînements à voir, c'est spectaculaire, c'est même presque cinématographique, tu vois, la droite qu'il met et tout, c'est cinématographique véritablement. Donc pour cet aspect-là, vous comprenez bien l'entourloupe, Antoine vous l'a bien expliqué, en quoi il a drainé, comme on dit, son adversaire, et donc c'est perçu comme encore un truc, c'est perçu comme une dinguerie, quoi. C'est perçu encore, ce Léonard, il arrive à les paris, l'homme des paris impossibles. Et c'est perçu comme ça, et ça va rester, et c'est pour ça que cette date va rester. Puis il y a une ambiance aussi dans le stade extérieur du César, il y a une ambiance ce soir-là. C'est Richard Steele qui est l'arbitre du combat. Il arrêtera Lalonde. Lalonde, encore... Merci beaucoup Léonard. Et tu sais où il a fini Lalonde? Parce qu'après Lalonde, il a refait des comebacks. Attends, je te le dis. Je sais pas. Donc en 2004, il y a le stade, j'habite pas loin du stade de baseball et tout, ouais. Qui a un beau petit stade. Et il avait fait en 2004 le plus gros combat de Winnipeg contre Virgil Hill. Virgil Hill de Lalonde. Mais le mec a fini dans les Panama Papers.
Il a fini dans les Panama Papers. Il était complètement pris dans les Panama Papers, allez voir. Et la Londe, en question d'argent, il essayait des trucs apparemment. Voilà, donc allez Ok, voir. bon, un entrepreneur. Bon. Voilà, non, c'est un personnage, hein, ce mec, un personnage. Voilà, donc 88, événement de 88, il le fait. Voilà, on s'arrête là. On passe en 89. On passe en 89 et on en a déjà parlé. Un combat que j'adore, où Ouais. voilà, parce que là c'est beaucoup plus personnel ce qui se passe entre eux. Le défi est personnel. On en a déjà parlé. Léonard Ernst 2. Vous savez que j'ai mon fait pour ce combat. On peut dire que Ernst a certainement dominé ce combat, mais Léonard, encore une fois, c'est le deuxième combat de Léonard où je vois des révoltes chez Léonard, des moments de révolte, et pour ça c'est magnifique. On a un poids qui n'est pas le poids de Léonard, encore une fois. Hearn, c'est toujours le même, avec son allonge de dingue, et ça fait toujours mal. Mais c'est une guerre, c'est un dogfight. Ces deux-là, c'est du dogfight. Hein. Ils se sont rencontrés 2 fois, ça allait en dogfight. Et pour moi, je vais essayer d'aller vite et pas me répéter ce qu'on a fait dans l'émission précédente. Pour moi, c'est la dernière grande date de Léonard. Ça finit en match nul, et rien que pour ça, je lui en veux pas. Qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de dire, Antoine? Ouais. Bah, disons que là, son côté un peu calculateur aura vraiment pu lui péter à la gueule, parce que s'il prend Ernst à ce moment-là, en gros, c'est parce que Ernst reste sur des performances moyennes. Donc il sait qu'il est bon à prendre. Il le sait très bien. Et la surprise ce soir-là, c'est que Ernst, bah, il est sûrement très très motivé et que il a, voilà, il a des comptes à régler. Il monte très remonté avec le game plan qu'il faut. Et objectivement, ça peut péter à la gueule de Léonard parce qu'il va très tôt au tapis. Et là, comme tu le dis, il faut lui tirer un coup de chapeau, c'est-à-dire que c'est pas qu'un stratège, c'est pas qu'un type cynique, etc., etc. Non, quand il faut aller au charbon et quand il faut aller récupérer les points qu'il a perdus à cause des knockdowns, eh ben il y va. Voire il est, je crois au 5e round et un peu plus tard dans le combat, il y a des moments où il est vraiment pas loin du tout de mettre un en l'air. Donc, il faut lui reconnaître ça. Il faut lui reconnaître cette capacité au bout d'un moment à dire bon, ben, ok, j'ai merdé, j'y vais et voilà, prendre des risques. Et donc ce combat-là, c'est pas une honte qu'il ait le match nul. Je l'aurais donné à Ernst, mais tout bien considéré. Enfin, tu sais, aujourd'hui, on parle tellement facilement de scandales en boxe, on parle tellement facilement de mecs qui se font voler. Dès qu'on est contrarié par un résultat, le mec s'est fait voler. Bon, ok. Objectivement, là, Léonard, enfin, voilà quoi. Bon, il est allé le chercher son match nul. Non, ouais. Gagné sur des too much, mais il est allé le chercher. Il allait le chercher, effectivement. Bon, voilà, c'est vrai que t'as raison que ce combat-là aurait pas pu arriver si Ernst s'était pas pris le KO l'année précédente contre Barclay, comme tu dis. Mais Ernst 81, c'était dans sa tête, justement, ça faisait 8 ans que c'était dans sa tête, 81. Donc, et Ernst, là, lui aussi sort un truc. Enfin bref, donc, ils ont sorti. C'est un combat de légende. C'est un combat de légende. Qu'est-ce que vous voulez? Ils arrivent à sortir le combat de légende encore une fois. On est en 89 et puis c'est une époque. Là, je te rappelle une époque enfin, je sais, qui a un charme fou pour nous. Moi, j'étais petit, mais je m'en souviens bien. Toi, tu t'en souviens mieux que moi. C'est à l'époque où Chang nous a enthousiasmé à Roland Garros. C'est la même, c'est les mêmes semaines. C'est les mêmes semaines que ça, tu vois. Hein, tu te souviens non, c'est le Chang Lendl à Roland Garros, bien sûr. Voilà, bien sûr. c'est voilà, quelle belle époque. Ah, on peut pas dire, mais c'est quelle belle époque. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on donnerait pour retrouver ça. Voilà, donc, comme je vous le disais, euh, ils en sortent finalement, ils en sortent bien tous les deux. Ils accumulent un combat de légende supplémentaire, voilà. Et Léonard, qui est dans cette optique, je fais des événements sporadiques ici et là, on arrive à un autre événement. Mais alors là, on peut dire que c'est la fin. Je déteste ce combat, vraiment. Pour les deux, bah c'est Léonard. La seule chose qui est belle, c'est l'affiche. Voilà. Unomas. Unomas. Donc oui, il y a un troisième combat entre Durand et Léonard. Oui, mais va te le taper si t'as vraiment 36 minutes à perdre. Tu vois. C'est ça. Et là, ils y sont plus. Ils y sont plus. Les deux, Léonard n'y est plus. On parle de Léonard aujourd'hui. La fausse bonne idée. Et là, ils auraient pu s'en garder.
T'as quelque chose à dire là-dessus? Parce que moi, ça me fout les boules. Ouais, alors, juste un parallèle qui est assez marrant. Bon, ce combat, c'est un mismatch complet entre deux adversaires qui pèsent trop lourd. Hein. C'est un combat en super moyen. Objectivement, bon, c'est trop pour l'un comme pour l'autre. Alors, une des grosses différences entre Léonard et Duran, c'est que à cette date-là, Duran il va disputer son 93e combat, tandis que Léonard dispute son 37e. Donc, ouais, ça montre la différence énorme en termes de gestion de carrière, en termes de ce que l'un et l'autre ont donné à leur sport. Alors, une fois de plus, il ne s'agit pas d'accabler Léonard parce qu'il a disputé des grands combats et parce qu'il a, après tout, bon ben voilà, il a mené sa barque comme il l'a entendu, mais ça montre vraiment qu'on ne parle pas de la même chose. On parle presque pas du même sport quand on parle de Duran et de Léonard. Voilà. D'un côté, c'est le 93e combat, de l'autre, c'est le 37e. Voilà. Voilà. Et donc, bon, là, on se dit, ben voilà, cette histoire enchantée avec Léonard, ben ça s'arrête là. Et effectivement, puisque après, Léonard, encore une fois, si vraiment il voulait revenir, et d'autant plus qu'il vieillissait, d'autant plus que son corps euh, avait été meurtri et aussi il avait grossi, il aurait eu besoin d'un gros rythme de combat pour au moins apparaître bien. Et c'est ce qu'il ne choisit pas. Et en ne choisissant pas ça, il ne peut aller que à partir de ce moment en désillusion. C'est une première désillusion. L'autre désillusion, on va y aller rapidement puisqu'on a fait une discussion Hall of Fame sur Terry Norris. Je vous la conseille. Le lien est dans la description avec Christian Delcourt. Mais voilà, le Léonard qui n'y est plus, c'est à ce moment-là. T'es bien d'accord avec moi? 2 ans plus tard, 91, à Madison Square Garden, Léonard, Norris, c'est Léonard qui est en premier sur l'affiche. C'est Léonard qui est, voilà, hein, alors que le champion c'est Norris. Et ce Léonard là, et ben en fait ça brise parce que déjà Norris, à ce moment-là, c'était vraiment pas c'était vraiment pas le bon casting. Hein. C'était vraiment pas le bon casting. Donc on vous en a parlé, c'est un combat de souffrance et c'est surtout un combat où Léonard n'a plus cette ressource qu'il avait avant face à des combats de légende, c'est cette ressource de révolte. Il ne peut plus se révolter et il ne peut plus prendre les coups de la même façon. Les coups qu'il prend de Norris lui font mal, le stop, il ne peut plus avoir ce qu'on appelle en hockey de momentum. Il n'a aucun momentum possible, aucune révolte n'est possible. Et là, ça me paraît évident, ça me saute aux yeux. Voilà, donc on est sur de la fausse bonne idée. Il aurait jamais dû remonter. Il le dit de façon tout de suite au micro. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, il tient jusqu'au bout. Il tient jusqu'au bout parce que Norris, on se l'est dit quand on a parlé de Norris, enfonce pas le clou. Il va jusqu'au bout. Moi, c'est un combat qui éclaire peut-être aujourd'hui une certaine intelligence de la part de Floyd Mayweather, parce que ce qu'aurait pu faire Floyd, c'est reprendre un combat comme ça par pur orgueil. Voilà. Et peut-être que c'est aussi l'exemple de Léonard, voilà, qui lui a fait intégrer le fait que ben voilà, tu peux pas non plus aller prendre le meilleur gars du game un an et demi après, alors que t'es tout vieux et que etc. Non, ça marchera pas. Donc Floyd aujourd'hui, effectivement, il peut tout à fait aller péter la gueule à des mecs de MMA ou etc. C'est très bien, c'est son business. Des gens continuent à payer pour ça. Ça m'épate. C'est grand bien les faces. Mais en tout cas, voilà, il va pas aller s'amuser aujourd'hui à aller boxer Errol Spence. Non, ce serait pas malin, tout le monde le sait. Donc voilà, donc peut-être que Mayweather aura appris aussi en particulier de l'exemple de Léonard, qui était un type qui a très bien géré sa carrière, mais qui n'a pas eu la lucidité sur la fin d'accepter Father Time. Voilà. Tout à fait, t'as tellement bien dit là, c'est tout à fait l'erreur d'ego et en quoi le fighter spirit était quand même fort en lui, hein, parce qu'il avait besoin de le sortir. Mais sauf que son ego lui fait prendre le mec qu'il faut pas. Parce qu'effectivement, Terry Norris, c'est le Errol Spence de l'époque. Et voilà. Donc, va se passer quelques années de méditation pour Sugar Ray, qui a toujours ce fighter spirit qu'il aimerait exprimer. Et là, il se dit, bon, alors je vais être dans un match-up où là, je suis en contrôle.
Mais alors là, il me fait mal, mais je te jure, ça me fait mal. C'est comme si tu me coupais un doigt là. On va en parler, mais on va en parler vite. Parce que, Oui. encore une fois, où c'est qui va dire ah bah je reviens encore une fois? Bah c'est sur Sport Illustrated. Voilà. Voilà, Still a Warrior. Mais c'est vrai qu'il avait ce Warrior en lui. C'est vrai. Mais bon. Alors il veut l'exprimer contre un autre voleur. euh, Enfin, que j'aime infiniment, mais tu vois, ça, c'est, tu veux me donner de l'urticaire, parle-moi de ça. Donc, Ouais. Léonard n'y est plus du tout, c'est horrible. Le Camacho qui lui-même n'y est plus du tout, domine. Oui, oui. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal, ça me fait trop mal. Vas-y, parle-en, puis après on arrête là-dessus. Ah non, et voilà, bon, Léonard a plus de 40 ans, Camacho, il a autour de 35. Bon, leurs meilleures années sont derrière eux. Et le pire dans l'histoire, c'est que Camacho était dans ces catégories-là. Là, il s'affronte en pro moyen pour une ceinture en bois. Camacho, en pro moyen, il tape plus. Il a pas de punch. À 160 livres, il a pas de punch. Même en Walter, Et il ils tapait font pas. l'air Léonard. Et ils font l'air Léonard parce que même un petit puncher dans cette catégorie, ben voilà, arrive un moment où le corps dit stop, où il en a trop pris, ou etc., Ouais, etc. Je pense d'ailleurs que la rouste qu'il prend contre Norris aura dû l'affaiblir physiquement. Et effectivement, quand, quand ton dernier combat, c'était en février 91, que tu t'es fait péter la gueule, et que tu remontes sur le ring en mars 97. 97, tu cherches les problèmes. Il a cherché Ouais. les problèmes, il a été puni. Bon, enfin, c'est. Et alors, les gars, j'ai laissé entendre que à plus d'un titre, Léonard m'avait un peu agacé, que je l'ai en travers de la gorge pour 2-3 combats. J'ai aucun plaisir à repenser à Léonard contre Camacho. Aucun. Ah, ah non, Aucun. non, non, on va enlever Objectivement, ça. T'as ça raison, sert à on rien. enlève Ça ça. sert à rien. Oh là 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 là. Voilà. Objectivement, c'est pas une revanche, c'est pas quoi que ce soit. Non, vraiment, c'est tristouille. Alors, en revanche, j'imagine que tu vas en parler, et Dieu merci, ces combats de trop, les deux vrais combats de trop qu'il a fait, euh, n'ont pas eu des conséquences dramatiques sur sa santé, ni sur son physique. Vu d'aujourd'hui, en tout cas, bah, c'est un beau vieux, quoi. Ouais, ah oui, ah non, Hum, ouais, hum, très bien. hum, C'est un hum, soixantenaire qui hum, les fait pas du hum, tout, en hum, total hum, contrôle, voilà, enfin, c'est une réussite. Et effectivement, ce qui est bien pour l'histoire, c'est qu'il faut que vous compreniez, il était le symbole d'une réussite en devenir dans les années 80 notamment pour la communauté afro-américaine, et il était le visage de cette réussite. Et quand tu regardes dans cette partie de vie, il a les 60 ans maintenant, bah voilà, c'est une histoire qui est restée belle. Il y a pas eu de choses qui ont fait que ou il est ruiné, ou il est punch drunk. Voilà. hum. Donc finalement, c'est une histoire parfaite. Ouais. C'est une histoire parfaite. Et puis Léonard, profondément, il symbolise pour moi le passage d'une boxe à l'ancienne à une boxe moderne. Hum, Il est le hum, symbole profond de hum, cela, et en cela, il est très hum, important. Et puis, dernière chose, son ratio nombre de combats de légende est hallucinant. Et tout hum. simplement hallucinant, et c'est pas pour rien. C'est parce que il était un guerrier, il était un champion hors du commun. Voilà ma conclusion. Antoine, seras-tu d'accord avec moi? Veux-tu ajouter quelque chose? Bah, écoute, oui, les faits sont têtus. Hein, voilà, on parle des Fab Four. Euh, quand on regarde son bilan, là, l'espèce de tournoi qu'ils ont disputé entre eux, l'espèce de round robin qu'ils ont disputé entre eux, bah, le gagnant c'est lui. Voilà, Voilà. c'est lui. Il a perdu qu'une fois. Hein, c'était contre Duran, et il les a tous battus. Il a battu Hagler, il a battu Duran, il a battu Ernst. Il faut lui reconnaître ça. Il a battu Wilfred Benitez au moment où Benitez était athlétiquement encore à son sommet. Il a battu Ayub Kaloulé, qui était vraiment un bon Ouais, Kaloulé, bon, ouais. en super welter. Pour vous donner une petite idée, il a bon, c'était pas un très très gros frappeur, mais il bat. Là, j'ai un trou. Il a eu une très belle victoire en carrière. Un boxeur italien de l'époque qui a battu McCallum. Ah, Peter Kalambay. Il a une victoire sur Sumbu Kalambay. Oui, Et une victoire sur Sumbu Kalambay, ça veut dire qu'on est un très bon boxeur. Je ferme la parenthèse, on parle ouais. pas de Kaloulé. Donc c'est voilà, c'est un bilan, c'est une carrière magnifique. C'est un type qui a moins donné à son sport que Duran. Alors c'est lequel le plus grand?
est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est Léonard? Ben, j'arrive pas à répondre à cette question. Gun to my head, et en essayant de faire abstraction, si tu veux, de toute la sympathie que je peux avoir pour l'un ou pour l'autre, ben, je dis que le plus grand, c'est Léonard. Voilà. Et ça me coûte de dire ça. Et ça me coûte. Bah, ouais, mais je comprends la logique la logique qui t'amène à dire ça. Je suis d'accord parce que sinon il faut faire un distinguo et ce distinguo nous empêche de répondre à la question. Et si on doit choisir entre les deux, et moi le distinguo que je fais, c'est que c'est pas la même carrière. Comme je vous le disais, ils n'ont pas construit la même carrière. À partir de là, ce distinguo fait que tu ne peux pas répondre à cette question. Mais je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. Je disais l'inverse il y a pas longtemps, je peux rechanger d'avis. C'est ça qui est bien avec la boxe, c'est qu'on peut ouais, tout à fait, on peut construire des arguments, voilà. Et donc, bah écoute, Antoine, c'était un plaisir que tu sois avec nous. Alors, on a un peu piégé, Antoine, t'es d'accord avec moi que le prochain, si on veut boucler la boucle, va falloir que tu préserves 4 heures devant toi de ta journée, parce que Roberto, on va se le faire. On va se le faire, Roberto. Mais tu l'as pas déjà fait, t'as pas déjà fait un Duran, toi? On a déjà fait un Duran avec Nicolas de 130, Nicolas de Culturebox, excusez-moi. On vous l'a fait, mais on avait peut-être émis peut-être quelques passages. Je vous remettrai aussi le lien dans la description. Vous me direz mes pirates, mais c'est vrai que je l'ai déjà fait. On réfléchit, vous votez bien sûr sur la page. Vous allez voter d'ailleurs. Moi je viens. Bah de toute façon Antoine il vient. Tu repars du Duran, je viens. Alors, voilà, donc n'oubliez pas mes pirates de vous abonner, voilà, d'aller lire 130 livres, évidemment, et notamment il y a des textes, il y a le texte sur Benitez, c'est quelque chose. Donc allez voir ça. Je vous rappelle que bien sûr PayPal, Tipeee pour aider le Captain, et puis qu'il y a le magasin. Le magasin est ouvert sur TeePublic, le lien aussi dans la description. T-shirt, mug, t-shirt pour les enfants. Et si t'as un petit bébé, tu l'habilles en Captain, il n'y a pas de souci. Tout est disponible. Tous les meilleurs visuels de la piraterie de la boxe sont disponibles maintenant en t-shirt, en sweatshirt, à capuche, il y a tout. Donc vraiment, vous allez, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, Antoine, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. On se retrouve bientôt, évidemment. Et puis, on se reste connecté pour les autres aventures box sur la page. Ciao mes pirates! Boum!